diversité culturelle de l'UNESCO qui porte une attention particulière à l'égard des cultures en situation vulnérable, notamment sur les minorités nationales, culturelles, ethniques, linguistiques, ainsi que sur les peuples autochtones. D'ailleurs, c'est une des raisons d'être de l'UNESCO depuis sa création, depuis 1945, de défendre et de promouvoir et de protéger toutes les cultures dans le monde sans porter d'a priori et de jugement particulier sur elles. Toutes les cultures se valent. C'est un principe, c'est un axiome, diraient les philosophes, qui ne saurait en aucune manière être réduit. C'est toutes les cultures du monde. Et notre monde est de plus en plus divers. Sur 192 États membres de l'Organisation des Nations Unies, on recense plus de 8500 communautés appartenant à différentes minorités. Parce que l'État, il a beau intégrer, mais les États ont toujours laissé en marge, à la périphérie de la construction nationale, et ça c'est valable, c'est un principe universel à toutes les sociétés du monde, elle a laissé en périphérie, en marge de la construction stato-nationale de l'État-nation, des communautés qui ne se retrouvaient pas dans la culture dominante, dans la langue dominante, dans la vision dominante. Et c'est ainsi que, et dans l'économie dominante, et c'est ainsi qu'on a produit, que les sociétés humaines ont toujours produit des minorités. Ont toujours produit. Alors sur ces minorités, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, toutes les institutions européennes ont également adopté un ensemble de textes, un ensemble de conventions ayant valeur de loi. J'en cite en particulier deux dans le cadre du Conseil de l'Europe: la Charte européenne des langues régionales et ou minoritaires, dans laquelle on cherche à promouvoir toutes les langues qui ne sont pas celles reconnues parmi les langues dominantes. Vous savez, le tamazir, le berbère, c'est aujourd'hui une langue qui fait partie du paysage linguistique, du paysage culturel européen, en France notamment, en Belgique aussi. Ça concerne des populations marocaines, ça concerne des populations algériennes beaucoup. Le berbère est devenu une langue okapes en France. Il y a des travaux qui paraissent de plus en plus sur cette langue. À l'INALCO, l'Institut national des langues orientales, le berbère est enseigné, ainsi que d'autres langues. Vous avez également une convention cadre sur la protection des minorités nationales qui a été adoptée en 1994 par le Conseil de l'Europe, donc qui cherche à promouvoir les minorités nationales. Les minorités nationales, c'est-à-dire les minorités qui ne relèvent pas de la même appartenance nationale que la majorité
de la population et qui est aujourd'hui ratifié par un grand nombre d'États au sein du Conseil de l'Europe, non seulement en Europe géographiquement occidentale, mais aussi en Europe centrale et orientale. C'est le cas de la Hongrie, qui a des minorités nationales. C'est le cas de la Roumanie, qui a des problèmes, enfin qui avait des problèmes, peut-être moins maintenant, on en discutait tout à l'heure, avec les Hongrois, par exemple, la population hongroise de Transylvanie. Vous avez le problème des communautés musulmanes. Les communautés musulmanes dans les pays de l'Europe de l'Est, mais pas seulement dans les pays. Vous avez des communautés turques en Bulgarie, en Roumanie, dont les droits se doivent d'être respectés. Donc, par quelques côtés, oui, qu'on regarde aujourd'hui notre planète, on constate qu'on est de plus en plus dans un monde multiple, et cela est aujourd'hui, enfin, c'est un fait qui est d'ordre d'abord anthropologique et d'ordre sociologique. D'ordre anthropologique, les sociétés ne sont plus ce qu'elles étaient. Ceux qui rêvent de sociétés pures ou soi-disant pures, ça c'est terminé. Et même en dehors de l'Europe, le problème, vous regardez des pays d'ailleurs, vous prenez tous les Émirats du Golfe par exemple, on ne s'y penche pas suffisamment sur ces pays. Moi j'étais, il y a un an, j'étais à Qatar, et j'y retourne dans quelques jours. C'est frappant de voir ce que ces pays, en un laps de temps extrêmement court, le niveau de développement économique, d'abord, qui sont acquis. C'est quelque chose d'impressionnant, vous savez. Mais ce développement, ils le doivent en grande partie ils le doivent à une main-d'œuvre, à des populations souvent exploitées, le moins qu'on puisse dire, venues de pays aussi divers que le Népal, que l'Inde, que les Philippines, que des Égyptiens, que des Libanais. Et c'est le cas de tous les Émirats. En allant du Koweït à Oman, au sultanat d'Oman, où, fait unique dans l'histoire des pays, la majorité de la population n'est pas nationale, mais elle est étrangère. Ça, c'est des phénomènes uniques. Prenez un pays comme l'Émirat de Qatar, qui compte à peu près, si je ne me trompe pas, 800 000 habitants, ou 900 000, qui a une diplomatie mondiale très active, qui reçoit actuellement toutes les composantes libanaises